Bonjour à tous et bonjour tout particulièrement aux jeunes gens à qui je vais m'adresser préférentiellement au cours de cette matinée. Voilà, on m'a demandé de présenter un peu ce que je pouvais dire du marronnage, qui est un corollaire de l'esclavage, parce que beaucoup de choses ont été écrites sur l'esclavage, et avec raison d'ailleurs, mais on connaît beaucoup moins comment s'est articulé dans la réalité le phénomène du marronnage. Alors, si vous voulez, je voudrais commencer, si c'est possible, Théo, par une inclusion de deux cartes pour vous situer un peu la Guyane. La Guyane est, voilà, donc vous avez au nord de l'Amérique du Sud, vous voyez cette petite tache verte qui est la Guyane française, qui est perdu sur ce grand continent qui est en fait le seul territoire qui ne soit pas un État indépendant. Hein. Tous les autres, le Brésil, Venezuela, Colombie, Équateur, Bolivie, etc., j'en passe, sont des États indépendants, mais la Guyane française reste une région monodépartementale, c'est-à-dire qui ne possède qu'un seul département, mais qui appartient à un pays européen, qui est en fait un territoire européen, une enclave. Merci. La carte suivante, s'il te plaît. Voilà, donc plus particulièrement, vous voyez donc à droite de votre écran le territoire de la Guyane française, le territoire du Suriname aussi, qui est l'ancienne Guyane hollandaise. Et en fait, c'est un même pays puisque les personnes qui y habitent en majorité actuellement sont les descendants des Nègres-Marrons, donc des personnes qui ont marronné, mais je vais y venir après. Bon, naturellement, il y a une frontière qui traverse ce territoire, mais le problème, c'est que c'est un même pays. Donc, un même peuple, une même langue, une même culture et un même territoire, avec une frontière entre un État indépendant qui est le Suriname, qui est l'ancienne Guyane hollandaise, je crois que je l'ai déjà dit, et la Guyane française, qui est un territoire européen, donc français en terre américaine. Voilà. Merci Théo. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par essayer de vous donner très vite un peu de terminologie pour savoir un peu de quoi on parle quand on parle d'esclavage, quand on parle de la traite, quand on parle de servage. Tous ces mots-là ont un sens et ils ne peuvent être confondus. Naturellement, bon, l'esclavage, c'est un mot qu'on connaît, mais à quoi cela correspond-il et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui étaient des esclaves? C'est naturellement l'État imposé par des hommes à d'autres hommes qui se trouvent alors sous la dépendance absolue d'un maître qui a la possibilité de les utiliser comme un bien matériel. L'esclave est de fait sous le coup d'une privation complète de sa liberté dans le but d'être soumis à un travail forcé et naturellement non rémunéré. Par extension, ça désigne un système économique, naturellement. Si on a mis pendant 300 ans au moins à peu près pas loin d'une vingtaine de millions de personnes en esclavage, c'est parce que économiquement, c'était une source de rapport de richesse. Il ne faut pas oublier que tout l'or qu'on a retrouvé dans les églises, qu'elles soient en France, mais également en Espagne, au Portugal, etc., tout l'or vient des Amériques. Le chocolat qu'on a commencé à connaître sous Louis XIV venait de là-bas.
etc. Donc, c'était une source de richesse. Donc, le terme esclavage, il ne faut pas l'oublier, jamais perdre ça de vue, signifie un système économique. Alors, la traite. La traite, qu'est-ce que c'était? Ben, la traite, c'est tout simplement le commerce que l'on faisait des individus qu'on allait rapter dans leur village, dans leur champ, etc., sur le territoire africain, hein, sur les territoires africains. Donc, ça consiste en trois principales phases. Premièrement, l'achat ou l'enlèvement des personnes. La deuxième, c'est le transport sur des navires négriers dont, dans des conditions qui étaient absolument effroyables, effroyables. Et puis ensuite la revente aux colons. Alors, lorsque l'on a parlé d'esclavage, on entend souvent parler de servitude, de servage. Et vous avez sans doute étudié en histoire les systèmes des châteaux forts en France avec ce qu'on appelait les serfs. Les serfs, donc le servage et l'esclavage correspondent, même s'ils correspondent à peu près à la même situation, à la même logique. Donc, une main-d'œuvre que l'on fait travailler autant qu'on veut, autant qu'on peut, autant qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'ils en meurent parfois, sans les rémunérer. Hein. Mais les deux systèmes ne sont pas identiques. Le servage, ça a perduré dans toute l'Europe on va dire, jusqu'au 19e siècle, 18e, 19e siècle, et notamment en Russie, ça n'a disparu qu'au début du 20e siècle, au moment de la révolution soviétique. Hein, jusque-là, on était toujours sous un régime de servage. Voilà. Donc, la différence entre les deux systèmes, si vous voulez, elle est toute simple. L'esclave était la chose, je dis la chose, c'était des choses, c'était des meubles, la chose qui appartenait à un maître, alors que le serf était, lui, attaché plutôt à un territoire. Donc, la différence, elle est quand même pas mince pour ces malheureux, parce que, étant attachés à un territoire, les familles des serfs étaient beaucoup moins disloquées, beaucoup moins séparées que les familles des esclaves qui pouvaient être vendues séparément. Un homme pouvait voir son épouse vendue à un autre maître dans une autre province, très loin de chez lui, etc., etc. Donc, la seule différence, c'est ça, c'est que les familles étaient moins disloquées dans le système de servage que le système d'esclavage. Alors, quelques précisions si vous voulez, l'esclavage, ça a été une pratique fréquente tout au long des âges. Hein. Au cours de notre histoire, chez de nombreux peuples aussi, hein, en Égypte, dans la Rome antique, au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine et plus largement en Asie, hein, comme aux États-Unis et dans les autres colonies occidentales. Donc, c'était partout, toujours, l'objet d'un système économique qui dispensait naturellement les maîtres, les possédants d'esclaves, qui les dispensaient du travail de production accompli par les esclaves. Donc, ça participait à la richesse d'un maître sans engager sa force de travail, sans engager sa force physique. Je crois que c'est quand même, voilà, ramener ça à un système économique, ça n'est pas anodin. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous parler du marronnage. On va essayer de définir un peu ce que c'était le marronnage. Alors, ce qu'on a appelé les marrons, les noirs marrons, les nègres marrons,
Hein. Qui étaient ces gens? Donc, déjà, pourquoi on les appelle marrons? Pourquoi pas bleu, vert, jaune ou gris? Ce terme pourrait avoir deux origines, si vous voulez. Il viendrait d'un mot espagnol ancien emprunté à la langue des Amérindiens d'Haïti. Le terme qui a été hispanisé en cimarrón. Cimarrón qui désignait à l'époque un animal domestique qui s'échappait de sa ferme, de son enclos, pour retourner à la vie sauvage. Donc déjà, la première acception de ce terme désignait les esclaves qui quittaient les plantations comme des animaux, en fait. Hein. Ça aussi, ça laisse beaucoup penser à la façon dont on considérait ces personnes. Bon, il pourrait venir aussi du terme espagnol marro, dont l'un des sens est trahison, mauvais coup. Donc, le terme marron, nègre marron, pourrait avoir emprunté sa signification son appellation à l'une ou l'autre, ou voire à ces deux origines. Alors, ce terme s'est appliqué aux esclaves, mais le plus souvent africains ou d'origine africaine qui s'évadaient des plantations des Amériques, des Antilles ou des Mascareignes dans l'océan Indien pour retrouver leur liberté, échapper au travail forcé et aux mauvais traitements tels que le fouet, la torture, voire le meurtre. On parlera alors de nègre marron et tout simplement de marron. Voilà. J'espère que ces définitions sont à peu près claires maintenant pour vous. Je l'espère. Si jamais je m'adresse notamment aux jeunes gens qui m'écoutent là. Si jamais il y a une phrase que je prononce, un mot que je dis que vous ne comprenez pas, levez la main, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Hein. Je préfère que l'on s'arrête de temps en temps et d'être sûr que vous avez compris ce que je voulais vous dire, plutôt que de continuer un discours où certains de vous pourraient décrocher s'ils ne comprennent pas tout. Hein. J'essaie voilà, d'adapter mon discours, d'avoir un discours compréhensible par tout le monde, mais surtout, n'hésitez pas, levez la main, je vous vois, et je m'arrêterai et on tâchera de donner les explications qu'il faut. Alors, la colonisation, voilà encore on en entend régulièrement parler dans la bouche de nos politiques en termes tout simplement en termes honteux parfois, d'autres fois non. Bon, qu'est-ce que c'est la colonisation? C'est avant tout l'arrivée d'envahisseurs et de missionnaires, parce qu'il ne faut pas oublier l'importance des religieux dans ce phénomène de migration, hein, qui vont soumettre et évangéliser les autochtones. Les autochtones, ce sont les premiers habitants du pays. Hein. Aux Amériques, et dans les îles Caraïbes, c'était la plupart du temps des Amérindiens, parce qu'il n'y avait pas encore d'Africains. On ne les avait pas encore emmenés là-bas en esclavage, donc c'était surtout des Amérindiens. Donc ceux que j'appelle les autochtones ici sont les Amérindiens. Voilà, donc une première phase avec des envahisseurs et puis accompagnés de religieux qui vont soumettre et évangéliser les autochtones parce que naturellement leur croyance c'était le diable, etc. Donc avec les conséquences désastreuses qu'on peut imaginer sur des cultures et des organisations sociales qui s'appuient sur les croyances déjà établies. Et donc, si on démolissait, si on mettait à bas d'anciennes croyances, eh ben, on mettait à bas également le système social qui régissait leur vie de tous les jours. Donc, ce sont les maladies ensuite. Hein. Et là, en ce moment, on en vit un bel exemple, mais des maladies qui étaient à l'époque importées par les Blancs
Et les Amérindiens qui n'étaient pas immunisés contre des virus et des bactéries, comme des maladies maintenant qui ne tuent plus guère personne, en tout cas en Europe, hein, comme la coqueluche, la rougeole, la variole, mais qui sévissaient depuis des millénaires dans l'Ancien Monde, l'Ancien Monde par rapport au Nouveau Monde, hein, ils auraient été foudroyés, c'est-à-dire que en l'espace de 20, 30, 40 ans, 90% des populations amérindiennes, partout où la colonisation était en route, ont disparu, sont morts. Sont morts de la grippe, sont morts de coqueluche, sont morts de la rougeole, sont morts, etc., etc., de choses qui maintenant nous paraissent complètement anodines. Voilà. Bon, ce processus, naturellement, s'est mis en marche il y a à peu près 5 siècles, hein, dans les années 1500. Et naturellement, des centaines de milliers de vies ont été rasées, éradiquées, abattues, je vous le dis, en quelques dizaines d'années, hein. On ne parlait que de la Guyane dite française. La population amérindienne se montait au moins à 30 000 personnes, c'est la fourchette basse. On dit entre 30 et 45 000 personnes. Bon, actuellement, le territoire guyanais compte à peu près 6 000 personnes autochtones, amérindiennes. Donc, vous voyez, on est passé de 30 à 45 000 à 6 000. Et pourtant, maintenant, il y a sur le territoire de la Guyane quand même 2 hôpitaux, il y a des dispensaires, donc l'offre de soins, même si elle est insuffisante, elle n'a rien à voir avec celle qu'elle était au moment de la colonisation, hein. Voilà. Donc, si on n'avait pas cette offre de soins-là, on peut s'interroger sur le chiffre qui serait celui du nombre de personnes amérindiennes actuellement. Bon. Le troisième processus, donc premier processus, l'invasion, deuxième processus, les maladies, troisième processus, c'est l'arrivée progressive de captifs noirs qu'on a apportés d'Afrique, qu'on a amenés d'Afrique au fond des navires négriers, dans des conditions, je vous le disais tout à l'heure, effroyable, hein, où les gens n'avaient pas un mètre cube d'air à respirer. Faut pas oublier qu'ils passaient entre 2 et 3 mois au fond de la cale, enchaînés, baignant dans leurs excréments, parfois dans leur vomi, parce que n'ayant jamais pris la mer, ils étaient sujets au mal de mer. Donc vous imaginez l'horreur de cet amoncellement de corps dont certains mouraient pendant la nuit. Donc, on jetait les corps des morts à la mer le lendemain matin. Donc, voilà, c'était quelque chose d'effroyable, aussi bien pour les corps que pour le mental, hein. On ne pouvait pas résister dans des conditions morales aussi impossibles. Voilà, donc voilà la fin du prélude de ce que je voulais vous dire en préalable. Maintenant, la scène de l'esclavage. On va pouvoir commencer le premier acte du marronnage. Alors, pourquoi est-ce qu'on marronne? Bon, j'ai souvent entendu parler des marrons en disant ils ont fui les plantations. Mais quand je discute, moi, avec les descendants de nègres marrons, puisque je vis au milieu d'eux, hein, en Guyane, lorsque je discute avec eux, ils disent, mais pourquoi on nous dit toujours qu'on est des fuyards? On n'a pas eu peur, on est parti pour se battre, pour gagner notre liberté, hein. Donc ça, je crois que
c'est quelque chose qui est très important à retenir pour vous d'emblée. Les nègres marrons n'étaient pas des fuyards. Ils quittaient les plantations, mais c'était pour combattre. Voilà, ça, je crois que c'était important à préciser d'emblée. Donc, il faut préciser aussi, c'est que je vous ai parlé des conditions effroyables du transbord, donc ce voyage qui, selon les vents, selon les courants, selon les saisons, pouvait durer de 7 à 8 semaines jusqu'à 3 mois et demi, s'il n'y avait plus de vent pour gonfler les voiles, etc. Il ne faut pas oublier que, naturellement, ils avaient été embarqués nus, hein, sans rien, mais il y a un bagage qui ne tient pas de place et que l'on transporte dans sa tête, c'est ses dieux, ses ancêtres, ses croyances. Donc, en fait, lorsque je vous parle des nègres marrons du plateau des Guyanes, c'est-à-dire le plateau des Guyanes, c'est-à-dire l'extrême nord du Brésil, la Guyane, le Suriname et un petit peu le Guyana. Donc, peut-être je dois vous préciser, le Suriname, c'est l'ancienne Guyane hollandaise, le Guyana, c'est l'ancienne Guyane britannique. Hein, et ça faisait partie, tout ça, du plateau des Guyanes. Voilà. Donc, lorsque l'on parle des marrons du plateau des Guyanes, sont arrivés avec leurs dieux, avec leurs croyances, etc. Et tous pensaient que par leur rituel, en s'appuyant sur leurs croyances, etc., ils allaient pouvoir retourner en Afrique, soit par magie, soit par d'autres moyens. Mais naturellement, c'était ça l'idée, si vous voulez. Hein. Donc, les croyances et les dieux qu'on emmenait avec soi dans sa tête étaient vraiment le seul recours contre le désespoir, mais également l'unique source de force vitale, c'est-à-dire chose qui pouvait les maintenir en vie. Hein. Il faut pas oublier que s'ils rêvaient de retourner en Afrique, c'est parce qu'ils avaient été enlevés par des Blancs ou par d'autres Noirs africains, mais qui étaient à la solde des Blancs, et ils étaient persuadés qu'ils étaient emmenés pour être mangés. Les Blancs étaient des cannibales, donc ils les emmenaient pour les manger. Donc vous imaginez, en plus des conditions effroyables dans lesquelles ils voyageaient, la peur du jour au lendemain de se trouver emmenés, tués, dépecés et dévorés. Voilà, donc voilà, donc on trouve, donc moi je vous parle plus volontiers des marrons du plateau des Guyanes. Ce qu'il faut savoir, c'est il existe d'autres lieux sur la planète où l'on trouve des marrons qui ont gardé le mode de vie à l'africaine, puisque les marrons du plateau des Guyanes continuent à vivre à l'africaine. Leurs villages sont situés au bord des fleuves, ils voyagent en pirogue uniquement, ils vivent de chasse, de pêche, etc. Donc ce sont des chasseurs-cueilleurs, des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. Hein. Voilà, et ils vivent à côté de la civilisation, même si maintenant les jeunes ont tendance à rallier les villes pour en profiter. Mais ça, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Alors, qui étaient donc les esclaves qui marronnaient? Parce que naturellement, tous ne marronnaient pas.
hein. Mais les plantations des colons hollandais, donc du Suriname, donc le voisin de la Guyane française, ces plantations-là passaient pour être les plus féroces, euh, peut-être de toute la planète, envers leurs esclaves. Le fouet, les mutilations, la torture. On n'hésitait pas, par exemple, après avoir infligé 50 coups de fouet à une femme parce qu'elle elle avait refusé de se laisser violer par le patron, par exemple, on n'hésitait pas pour la réveiller à verser du sel sur les cicatrices qu'elle avait, sur ses plaies. Vous voyez, ce genre d'horreur. Donc, il faut savoir que, bon, et la torture, mais la peine de mort aussi, la mort, par pendaison ou par tout autre moyen. Lorsqu'un esclave quittait la plantation, on envoyait tout de suite à ses trousses des molosses, c'est-à-dire des chiens énormes qui étaient élevés, éduqués pour manger du nègre. C'est l'expression qu'on employait à l'époque, hein. Des chiens qui étaient éduqués pour dévorer les nègres. Il y avait aussi ceux qui étaient les chasseurs de nègres. Donc, des voyous, des bandits que le patron de la plantation payait pour partir rattraper le nègre qui avait quitté la plantation. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier tout ça, hein. Et malgré tout, je tiens à garder l'idée que ce n'était pas des fuyards, hein. Donc, la preuve, c'est qu'ils revenaient après avoir marronné. Ils essayaient de retrouver un autre petit groupe de gens qui avaient marronné avant eux. Ils s'installaient, ils construisaient une ou deux maisons de plus avec des branches de bois de la forêt, etc. Et ils revenaient à la plantation. Pourquoi? Pour voler des armes, mais également pour voler des femmes. Et oui, parce que les communautés de Nègres-Marrons avaient besoin, pour vivre dans la durée, de faire des enfants qui deviendraient un jour des combattants et qui prendraient soin, comme ça se passait en Afrique, là d'où ils venaient, qui prendraient soin des vieux parents, c'est-à-dire eux-mêmes, lorsqu'ils seraient vieux, hein. Donc, dans ce danger permanent, dans cette proximité permanente avec la mort, la priorité est d'avoir des guerriers et de futurs guerriers. Voilà, et de futures mères, de futurs guerriers également. Alors, on fait des enfants. Dans les villages de Nègres-Marrons, lorsque l'on a réussi à survivre, lorsque on n'a plus tout à fait les planteurs à nos trousses, etc. Donc, on fait des enfants, on fait beaucoup d'enfants. Et là, il n'y a pas besoin de parité, hein. Euh, un homme peut féconder plusieurs femmes. Et de même, une femme prendra un autre homme si le sien est tué au combat. Hein, l'objectif final étant la survie de la communauté. Plus tard, les enfants iront combattre à leur tour et si l'on survit, ils pourront tous nous prendre en charge lorsque l'on sera âgé. C'est cette organisation donc qui a traversé les siècles et qui perdure encore de nos jours. Moi, j'ai des amis là-bas qui sont des descendants de Marron. Et il n'est pas rare de rencontrer un homme qui possède plusieurs épouses, deux, trois, quatre, cinq parfois, hein, et qui ont donc possiblement 20 à 25 enfants. Le tout étant de pouvoir subvenir aux besoins de tout ce petit monde.
Mais il n'est pas rare non plus de voir une femme vivant avec son troisième ou même son quatrième mari, soit parce qu'elle a été abandonnée par le précédent, soit parce qu'elle-même l'a chassé. Parce que le mariage en tant qu'institution contraignante n'existe pas. Un mariage ou une union, on va dire, une union entre un homme et une femme, ou un homme, plusieurs femmes, ou, etc., etc., peut être défaite à tout moment. Si une femme n'est plus contente de son homme, soit parce qu'il dépense l'argent, etc., avec une autre femme, soit parce qu'il il ne vient plus la voir assez souvent, soit elle a le choix entre le fiche dehors, et ça, il n'a aucun recours, parce qu'elle sera toujours appuyée par sa famille du côté maternel. Voilà, donc la femme jouit au sein de cette société d'une protection qui est celle du clan. Voilà, donc on voit bien que ce mode d'union n'est qu'un héritage du marronnage parce que finalement, le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, faut pas oublier qu'ils avaient été enlevés ou capturés en Afrique et que l'islam était en train de s'établir en Afrique. Et donc, le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes était tout à fait dans l'ordre naturel des choses qui se pratiquaient au moment où il a été capturé chez lui, dans son pays, etc. Donc, quand je vous disais qu'ils étaient venus avec leur culture, avec leurs dieux, avec leurs habitudes de vie, celle-ci aussi. Hein. Voilà. Donc, actuellement, donc les marrons, on est bien d'accord, ils sont les descendants des esclaves qui se sont échappés des plantations et non pas qui ont fui. Excusez-moi, j'ai l'air d'avoir des idées fixes, mais ça j'y tiens, par respect envers ces gens. Hein. Donc, qui se sont échappés des plantations et qui ont choisi la lutte plutôt que la soumission aux colons avec des itinéraires différents, parfois opposés, toujours difficiles, des itinéraires qui n'épargnèrent ni les guerres fratricides entre eux, entre différents clans de marrons aussi, hein, les trahisons parfois, ni les errances en quête d'asile, en quête de protection, etc., etc. Hein. Les marrons se désignent eux-mêmes sous le terme de Bushinenge, donc Bushi qui vient de l'anglais bush, puisque la langue qu'il parle est un créole à base lexicale anglaise, donc Bushi de bush, et Nenge de nigger, donc ils se définissent eux-mêmes en tant que nègres. C'est pour ça que c'est un mot que j'emploie moi personnellement. Alors, je sais bien qu'en ce moment, c'est très mal vu, hein, mais je ne fais rien d'autre que, par respect, les nommer en utilisant l'appellation qu'ils se donnent eux-mêmes. Hein. Donc, les Bushinengue, ce sont les nègres des bois, du bush, de la forêt. Voilà. Alors, donc, je vous disais, ils ont gardé les structures sociales et les habitudes de vie qui rappellent l'Afrique. La forêt, la jungle et leur habitat naturel, mais leur lieu de vie, leur village se trouve en bordure des fleuves. Là, il faut dire que la Guyane, comme le Suriname, comme toute tout ce, on va dire ce plateau des Guyanes, tout ce territoire qui constitue le plateau des Guyanes, est posé sur la ligne d'équateur. Hein. Voilà, donc il n'est pas étonnant, comme ils vivent au bord des fleuves, que comme pour les Amérindiens, leur moyen de transport soit, soit la pirogue. Hein.
Voilà. Donc, Théo, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer la troisième carte de la Guyane? Voilà, merci. Donc, j'ai tenu à vous montrer de cette carte pour vous montrer que la plupart des fleuves, et là, il n'y a que les grands fleuves qui sont dessinés, parce qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers de petites rivières, de ruisseaux, de fleuves secondaires, ont tous plus ou moins une orientation nord-sud. Et tous, ils sont encombrés de rochers, de rapides, etc. Donc, étaient considérés par les colons comme non navigables. Ils avaient une trouille bleue d'être pris dans un rapide, de chavirer, etc. Ce qui fait que le plus naturellement possible, ce sont les voies que les marrons ont utilisées pour s'enfoncer vers l'intérieur. Et à ce sujet-là, justement, ça me permet de vous faire d'ouvrir une parenthèse sur le marronnage en milieu équatorial, c'est-à-dire dans la jungle, hein, et le marronnage dans les îles. Je parle de la Martinique, de la Guadeloupe, la Réunion, mais aussi d'Haïti, etc., et des îles de l'océan Indien. Je vous disais la Réunion, mais également Maurice et l'île Maurice, et puis, comment s'appelle-t-elle encore? Euh, et Madagascar, bien sûr. Toutes ces îles, il y a eu du marronnage. Partout où il y a eu de l'esclavage, il y a eu du marronnage. Simplement, au moment où les abolitions se sont faites, soit tôt, soit tard. Hein. En France, la deuxième abolition de l'esclavage, donc la dernière en date, date de 1848, mais au Suriname, c'était 1867. Au Brésil, ça a été 1880 et des poussières. Donc, vous voyez que les abolitions se sont faites tardivement. Et à la suite des abolitions, les marrons qui avaient gagné les hauteurs des îles ou des endroits inaccessibles ont été petit à petit, depuis un siècle et demi, rattrapés par la, entre guillemets, civilisation. Alors que, voilà, donc ils sont maintenant plus ou moins assimilés, ils vivent un peu à l'européenne ou selon les lieux où ils se trouvent, alors que merci Théo, alors que les marrons de la jungle, hein, du plateau des Guyanes, eux, sont restés en forêt jusqu'à un passé très récent, hein, et continuent à vivre à l'africaine. Donc, ils continuent à se déplacer en pirogue, ils continuent à cultiver le manioc et d'autres plantes comme ça, des racines sur ce qu'on appelle des abatis, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle plutôt en Occident la culture sur brûlis, et ils continuent à chasser, à pêcher, etc. Sauf ceux qui maintenant rallient, et là c'est surtout les jeunes, et on aura peut-être l'occasion dans la deuxième partie de cette émission de parler du rôle de l'école. Ces populations se sédentarisent et les jeunes qui sont obligés, lorsqu'ils vont au collège ou lorsqu'ils vont au lycée, de se taper 6 ou 8 heures de pirogue, naturellement, se retrouvent en pension ou, ou hébergés chez des gens de la ville. Et naturellement, et c'est là où la culture de leurs ancêtres est un peu mise en porte-à-faux. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer en deuxième partie d'émission. Voilà. Donc,
là où ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que sur le plateau des Guyanes, donc Guyane, Suriname, Guyana et puis un peu au Brésil, dans le nord-est du Brésil, il y a des populations qui ont gardé les modes de vie ancestraux à l'africaine. Donc, je vous parlerai des quilombos du Brésil. Enfin, je ne vous en parlerai pas, mais je peux les nommer. Au Mexique, il y a une communauté dans l'État de Veracruz, pareil, et tous ont en commun de vivre au plus profond de la forêt et d'avoir leur village établi en bordure des fleuves. Donc, un mode de vie vraiment à l'africaine.